Alors, les trois vagues de la révolution numérique, ce sont premièrement la vague en fait, de la numérisation des contenus et de l'information, qui a été donc la première vague historiquement et qui a été menée par les GAFA, hein, c'est Google, Apple, Facebook et Amazon qui ont lancé cette vague-là. Et en fait, tout simplement, c'est les contenus et l'information qui ont été la première vague parce que c'était le plus facile. C'est-à-dire que créer des emails, des livres en ligne, de la musique en ligne, etc., c'était beaucoup plus simple techniquement à faire que d'autres choses. Donc cette première vague, c'était contenu et information. La deuxième vague qui est venue après et qu'en fait on appelle l'ubérisation, c'est la numérisation des services, ou plus exactement de l'accès aux services. Donc c'est évidemment Uber avec le transport, Opodo avec les billets d'avion, Booking avec les hôtels. En fait, à chaque fois, on a une plateforme qui arrive et qui devient un intermédiaire entre le client et puis le producteur. Le produit ne change pas, ça reste une voiture, un logement, un avion et autres, mais c'est l'accès qui change, c'est la numérisation de l'accès aux services. Et on est en plein dedans. Et la troisième vague, celle qui est en train de s'ouvrir, c'est la numérisation des objets. C'est-à-dire que là, il y a un espèce de changement de paradigme où le numérique, il entre dans l'objet. Donc c'est plus simplement l'accès qui change, c'est vraiment l'objet lui-même. Et c'est incarné aujourd'hui par la voiture autonome, par ce qu'on peut appeler les textiles intelligents ou bientôt par l'imprimante 3D. Alors, les business models de l'économie numérique, ils ont trois caractéristiques qui diffèrent de l'économie physique, des business models classiques, disons. La première, c'est une certaine lenteur. C'est-à-dire qu'on voit que l'innovation technologique, elle va très vite, donc un marché, il va changer très rapidement. Mais en revanche, l'adaptation, disons, de l'économie elle-même, du business model, est très lente. Les exemples classiques, c'est dans la presse ou dans la musique, où le marché, il a changé il y a près de 15 ans. Et pour autant, les business models n'ont pas encore émergé. C'est-à-dire que les journaux ou les maisons de production n'ont pas encore vraiment identifié où est-ce que la valeur était perceptible et où est-ce que la valeur était créée. Donc la première chose, c'est une certaine lenteur. La deuxième chose, c'est la démonétisation de certains pans. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des entreprises qui vont démonétiser certaines activités pour en monétiser d'autres. L'exemple même, c'est évidemment les services de Google ou Facebook qui sont gratuits pour l'utilisateur. Donc là, on démonétise quelque chose. C'est-à-dire qu'avant, on allait acheter un dictionnaire, un quid ou autre pour avoir de l'information. Aujourd'hui, on va gratuitement sur Google. Et en échange, c'est monétisé par ailleurs. Donc il y a une démonétisation de certains pans de l'économie. Et la troisième chose, c'est qu'en fait, les entreprises vont rechercher la part de marché plutôt que la rentabilité dans un premier temps. Donc il y a une volonté en fait de s'implanter sur le marché, de devenir dominant, de devenir un monopole en fait, et ensuite de monétiser son activité. Donc là en fait, on glisse d'un modèle où auparavant on essayait de rentabiliser très vite, à un modèle où on essaie de devenir dominant et on verra après, on verra ensuite comment rentabiliser cette domination sur un marché. Alors, la logique de plateforme, elle bouleverse le modèle concurrentiel traditionnel parce qu'elle introduit en fait énormément de positions dominantes. Quand on regarde à peu près tous les marchés du numérique, il y a souvent un seul acteur. C'est-à-dire que sur le covoiturage en France, vous avez quasiment que Blablacar, et Airbnb n'a pas vraiment de concurrents. Vous prenez évidemment Google sur la recherche, ils ont des parts de marché écrasantes. Facebook sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Et c'est ça en fait sur la quasi-totalité des marchés. Donc la grande nouveauté, c'est que plutôt que d'avoir un modèle qui est comme dans beaucoup d'industries ou dans beaucoup de services très concurrentiels, on a un modèle qui est relativement monopolistique. Alors ça s'explique très simplement en termes économiques. Nous, on explique, enfin, les économistes vont dire que c'est parce qu'il y a des rendements croissants. C'est-à-dire que plus vous avez de personnes sur cette plateforme, plus elle est efficace et donc tout le monde va vers les meilleurs. Il y a une espèce de ce que les Anglais appellent un flight to quality. Tout le monde va vers la première plateforme. Et en fait, la grande différence avec l'économie physique, c'est que dans l'économie physique, à partir d'une certaine taille, eh bien, au contraire, ça devient décroissant. C'est-à-dire que tout le monde peut aller sur le Bon Coin pour faire de l'achat de seconde main, et alors que tout le monde dans la vie physique ne peut pas aller sur la même brocante. C'est tout bête, c'est tout simple. Ça fait qu'on se retrouve avec un acteur majeur, voire archi-dominant, par secteur. Évidemment, le problème, c'est que toute la conceptualisation économique de comment se fixent les prix, comment a lieu l'innovation, c'est fondé sur un modèle de concurrence. Et donc, à partir du moment où on a un acteur archi-dominant par marché, il faut réidentifier, réinventer toutes ces questions économiques, notamment vraiment comment est-ce qu'on fixe le prix, est-ce qu'il n'y a pas d'abus en fait de la plateforme dominante. Alors, le travailleur indépendant, c'est un sujet là, qui est omniprésent dans les médias. Alors, je pense que la première chose, c'est qu'il faut peut-être élargir un peu la question et pas parler que du travailleur indépendant, mais parler aussi du particulier producteur. Parce qu'en fait, les deux problèmes, entre guillemets, qui émergent, c'est à la fois celui du travailleur indépendant, donc par exemple Uber ou toutes les plateformes de livraison de repas qu'on voit partout là. Et puis parallèlement, la question des particuliers qui sont producteurs de services. Donc c'était Uber Pop par exemple, c'est Hitch aujourd'hui, c'est Airbnb, ça peut être Blablacar selon l'analyse qu'on en fait. Et là, en fait, on voit qu'il y a deux acteurs qui émergent et qui posent en soi deux problèmes. Le premier problème, c'est un problème de protection sociale et de droit. Parce qu'en fait, quand on est un particulier producteur ou quand on est un travailleur indépendant, on a moins de droits que quand on est salarié. Donc là, il y a vraiment une question qui est une question de protection sociale où il faut savoir quels droits on veut donner à ces actifs au nom de cette activité qu'ils mènent. Et l'autre question, c'est une question de concurrence. Parce qu'évidemment,
Le particulier qui loue son logement sur Airbnb, de fait, il est en concurrence avec l'hôtelier. Le particulier qui fait du hitch, de fait, il est en concurrence avec le taxi. Et puis c'est la même question pour les travailleurs indépendants de façon un peu moins marquée. Donc l'enjeu, c'est est-ce qu'on conserve cette espèce de concurrence qui est un peu déloyale, c'est le terme qui est souvent utilisé, parce qu'on n'a pas les mêmes normes, on n'a pas les mêmes charges qui s'appliquent aux gens, ou est-ce qu'on essaye de créer un modèle en fait, qui va faire converger tous les acteurs, quel que soit leur statut, vers, disons, une sorte de taux d'imposition à peu près similaire et puis une exigence normative à peu près similaire. Donc la grande question, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut faire converger tous ces statuts pour avoir une concurrence qui soit plus saine et qui soit moins déloyale, entre guillemets. Alors, pour éviter les abus de position dominante, donc, qui sont le résultat de tous ces monopoles dont on vient de parler, de cette profusion de monopoles, il y a d'abord une solution qui vient en partie du marché. C'est le fait que chaque position puisse rester contestable. C'est-à-dire que c'est pas grave qu'une plateforme soit quasiment seule sur son marché. Ce qu'il faut, c'est qu'elle se sente contestée. C'est-à-dire qu'il y a la possibilité, soit pour un nouvel entrant qui soit une espèce de start-up très innovante, soit pour un concurrent qui est à côté sur un autre marché, qui ait une possibilité pour eux de venir les concurrencer. Donc, par exemple, c'est Amazon qui essaye d'aller sur la livraison et qui concurrence certains services d'Uber comme ça, quoi. Donc vraiment, la première réponse, c'est une réponse du marché, en fait, qui est ce qu'on appelle des marchés qui sont contestables. La deuxième chose qu'il est important d'avoir à l'esprit, c'est que, en plus d'être contestables, ces marchés sont relativement instables. C'est-à-dire que les utilisateurs peuvent partir très vite. Donc, par exemple, prenons l'exemple d'Uber, très installé sur le marché. Rien n'empêche les gens, très rapidement, si un concurrent arrive et est plus efficace, de changer. Donc il faut vraiment d'abord que en fait, les autorités de la concurrence conservent, et à l'esprit qu'il faut absolument que le marché reste à la fois contestable et instable. Donc première réponse, c'est la réponse du marché. Et la deuxième réponse, c'est évidemment une réponse au niveau de la régulation, qui est d'avoir ce qu'on a déjà, un système d'autorité de la concurrence, qui ait les moyens et qui ait la capacité d'agir pour évidemment encadrer ça. Et par exemple, Booking avait été condamné il y a quelques années pour abus. Le problème aujourd'hui qui apparaît sur les autorités de la concurrence, c'est une question de rapidité. C'est-à-dire que l'économie numérique va très très vite. Souvent, les décisions de l'autorité de la concurrence vont prendre de nombreux mois. Et donc, de fait, il faut pouvoir accélérer en fait, les réponses des autorités sur ces questions d'abus de position dominante.